Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Pour cette 6e émission de notre 3e saison, on vous propose un menu à la fois touchant et inspirant, un menu orienté autour de la vie des enfants. Des enfants qui rient, des enfants qui pleurent, des enfants qui bougent et ceux qui ne bougent pas assez. Il y en a malheureusement beaucoup. Seulement 24% des enfants pratiquent suffisamment d'activités chaque jour et selon la chaire de recherche Kino Québec, uniquement 38,5 des 9 à 13 ans s'engagent dans le sport interscolaire. Cette statistique, David Arsenault en a fait un défi et il a fondé Champion pour la vie. Cet ex-champion mondial de taekwondo a créé un organisme de bienfaisance pour donner aux enfants de 4 à 8 ans qui vivent dans des conditions plus difficiles les moyens de développer ce qu'il appelle leur littératie physique. On va donc en parler avec lui et voir à quel point l'influence de son organisme grandit parce que plus de 60 écoles de quartiers défavorisés ont bénéficié de son envie d'apprendre aux jeunes à mieux bouger. En première partie, toujours dans l'univers des enfants, un sujet plus sensible, le deuil. Celui d'un grand-parent, d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un frère ou d'une sœur. Les enfants ont leur façon propre de vivre le deuil, qui sont parfois moins comprises par leurs parents. La Maison des petits tournesols a été fondée pour eux. Après la pause, on reçoit la coordonnatrice Claudine Grisé. Perdre un être cher, c'est une expérience qui est difficile pour nous tous. Imaginez pour un enfant qui ne comprend pas toujours le contexte, qui ne sait pas toujours ce qui est arrivé et qui peut parfois ne pas arriver à se comprendre lui-même dans toutes ces émotions-là qu'il traverse, ou au contraire avoir des réactions que les parents ne comprennent pas trop. Alors, pour les aider à mieux vivre leur deuil, il y a une fantastique organisation qui s'appelle la Maison des petits tournesols et j'ai le plaisir d'avoir en studio la coordonnatrice Claudine Grisé. Bonjour Claudine. Bonjour, merci de me recevoir. Oui. On se disait hors d'onde que ça prenait tout un grand cœur parce que c'est pas facile de côtoyer le deuil au quotidien. Comment on y arrive? Bien, déjà, il faut être bien préparé. Évidemment, notre équipe, on est formé en intervention. Oui. On est des personnes qui ont travaillé depuis longtemps en intervention, donc on a une base là, déjà pour intervenir. Le thème du deuil aussi, on a étudié cette problématique-là qui est particulière, qui n'est pas le même type d'intervention nécessairement qu'avec d'autres situations. Mais évidemment, quand on a une famille devant nous qui souffre beaucoup parce qu'il y a un décès qui a eu lieu dans la famille, c'est sûr que c'est toujours un peu touchant pour nous, puis on ne peut pas rester insensible à ça, mais par notre formation, on est capable de faire la part des choses et de autant être à la fois empathique et très présent avec les personnes au moment même où ces personnes-là sont avec nous. Et on faut apprendre à être capable aussi de se détacher un petit peu après pour pas, sinon ça serait trop lourd de porter le poids de toutes ces souffrances-là. Là. Oui, bien, c'est sûr qu'au Héros Anonymes, on rencontre beaucoup de gens qui souvent ont à intervenir dans des situations remplies de défis, disons. Donc, on vous remercie d'être là pour toutes ces personnes qui ont besoin de vous. En quoi le deuil des enfants est différent d'un deuil, je dirais, peut-être qu'une personne adulte peut vivre? Bien, c'est sûr que les enfants ne comprennent pas nécessairement la mort, le deuil, la maladie de la même façon que les adultes. Puis ça dépend vraiment des âges aussi. Oui. Les très petits enfants qui n'ont même pas encore la conscience que les gens qui disparaissent ne vont pas revenir, c'est très différent d'un jeune qui est un peu plus vieux qui comprend là, que
grand-papa, par exemple, ne va pas revenir. Donc, il y a une finalité du corps. Ça, les enfants, à partir d'un certain âge, comprennent ça. Oui. Fait que déjà, c'est un peu plus facile avec eux de parler du deuil, de parler de comment, ce que ça représente pour eux. Puis c'est sûr que la dimension, justement, des émotions, les enfants n'ont pas encore la maîtrise du langage des émotions. Comment exprimer ce qu'ils ressentent avec des mots d'adultes. Oui. Donc, souvent, ils vont l'exprimer autrement. Fait que nous, dans notre approche, ben on explore avec les enfants à travers le jeu, à travers des dessins, à travers des questions, des différentes choses. On aborde ça un peu par le côté, si je peux dire, parce que parfois, si on leur demande ouvertement ou directement comment tu vis ton deuil, ça va être un peu déstabilisant pour eux. Là. C'est ça. Donc, on l'aborde autrement, puis on réussit à obtenir quand même beaucoup de réponses aux questions. Puis en fait, nos questions, c'est parce qu'on veut amener le jeune à pouvoir exprimer comment il sent, ce qu'il vit, puis comprendre c'est quoi les différentes émotions qu'on a dans le deuil, puis que c'est des émotions qui sont normales. Souvent, par exemple, les enfants vont vivre de la colère. Ah, oui. Alors là, pour eux... C'est pas juste. Oui, que c'est pas juste. Puis des fois, ça va être, ils ont de la peine, mais ils l'expriment par la colère. Donc, ça dépend de différentes choses. Ça dépend de la personnalité des enfants aussi. Ça dépend de l'histoire de l'enfant, l'histoire de la famille. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui vont faire qu'un enfant va réagir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas toujours facile pour l'enfant de comprendre lui-même qu'est-ce qui lui arrive, puis qu'est-ce qui arrive à la famille. Surtout si c'est une première fois, parce qu'il y a une première fois à tout, mais malheureusement, chez les enfants, la première fois qu'on est confronté, on n'a pas de bagage pour faire face à ça, puis on n'a pas non plus, on ne sait pas qu'il y a des étapes normales dans tout ça. Puis même, je dirais, les adultes, souvent, le savent un peu de façon théorique. Là, tout le monde a entendu parler qu'il y a des étapes, mais quand on est dedans, c'est très différent que l'avoir déjà lu en quelque part. Là. Fait que c'est sûr que les enfants, oui, ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas encore d'emblée, donc il faut comme les amener à ça de différentes façons. Mais cette approche-là qu'on a avec les enfants est très, très aidante parce que ça les aide justement. Ils ont un endroit à eux-mêmes où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas devant leurs parents, donc ils peuvent exprimer des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas dire devant les parents. Des fois, les enfants ne veulent pas faire plus de peine encore à leurs parents qui ont déjà de la peine. Fait qu'ils se mettent un poids sur eux en disant... Les enfants, peut-être, qui se sentent pas responsables, mais dire si je pleure puis je vois que ma mère pleure déjà, ça va être plus exactement. Dur pour elle. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Des fois, des enfants qui vont se sentir coupables, qui vont interpréter que c'est un peu de leur faute. Si leur petit frère est mort parce qu'il s'était chicané avec. Ah, ouais. Il y a plein d'idées comme ça que les enfants peuvent se faire. Donc, là, on l'explore vraiment seul avec l'enfant ou on a aussi des groupes. Donc, ça va être des jeunes qui vivent quelque chose de similaire ensemble. Fait qu'ils ont vraiment un espace où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent. Puis, avec notre intervention, ils apprennent que c'est tout à fait normal, que c'est compréhensible, puis qu'il y a des façons de l'exprimer. Fait qu'on les aide comme ça à apprivoiser le deuil, à apprivoiser les différentes émotions, puis à trouver des choses, pas positives, mais à, par exemple, développer des souvenirs de la personne qui était aimée. Qu'est-ce que cette personne-là leur a apporté? Leur a laissé comme héritage, tout ça. Fait que c'est très, très aidant pour les jeunes. Est-ce que c'est plus difficile, justement, on parlait que ce soit un frère ou une sœur, quand c'est quelqu'un de la fratrie, justement, qui pourrait être un enfant aussi comme lui, parce que, en quelque part, c'est plus près de lui, tandis qu'un grand-papa, une grand-maman peut... on est triste quand même, on va avoir peut-être des signes, soit qu'il est malade ou soit qu'il vieillit. Donc, il y a eu une discussion avec les parents sur ces choses-là. Mais si c'est un frère, une sœur... est-ce que c'est plus difficile pour les enfants? Bien, on n'aime pas trop comme catégoriser ou généraliser. Ce qui est le plus important dans le deuil ou l'intensité du deuil, c'est quoi le lien qu'on avait avec la personne? Oui. Je pense que c'est une des questions que vous leur posez. Elle était qui, cette personne-là? Oui, tout à fait. Si la petite fille a un lien hyper fort avec son grand-papa, ça va la toucher beaucoup, 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 même si elle n'est pas au quotidien avec son grand-papa. Si elle n'avait pas des super bonnes relations avec son petit frère, c'est sûr que ça va la toucher, mais on ne peut pas comme quantifier. Ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne, de comment ça s'est passé, de l'étape où l'enfant est aussi dans sa vie. Comme je disais tantôt, on ne réagit pas de la même façon à 5 ans qu'à 10 ans, qu'à 20 ans. Puis c'est sûr que, bon, on a souvent l'impression que plus c'est quelqu'un de notre famille, ça va être plus dur, mais tu sais, je pense par exemple à un adolescent qui perd son meilleur ami. Ça peut être très, très difficile aussi, autant que si c'était un frère ou une sœur. Ou même des fois une vedette qui suit dans les réseaux sociaux.
Je sais que, je me rappelle, moi, à 11 ans, j'ai une amie que quand Elvis Presley était mort, elle s'était mise à pleurer. Elle était inconsolable. Alors que moi, j'avais moins ce lien. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas comment l'aider. Mais surtout, peut-être un adolescent, ces réseaux d'influence, même des influenceurs qui peuvent suivre, il y a un attachement comme ça que ça m'amène peut-être la question, comment vous agissez avec les parents? Est-ce que vous les aidez aussi si des fois les enfants ont des réactions qu'un parent ne comprend pas? Tout à fait. Alors, nous, on reçoit toute la famille. Si toute la famille veut venir. En général, on reçoit les parents et les enfants. Pour une première rencontre, là, pour faire une prise de contact, pour ouvrir le dossier, voir c'est quoi la situation, c'est quoi l'histoire du deuil, c'est quoi les besoins puis les attentes. Puis après ça, dépendamment de qui dans la famille a besoin, souvent, il va y avoir un des deux parents qui vient et un ou deux des enfants qui viennent. Nos rencontres, par contre, c'est séparé. Là. Les enfants ne sont pas avec les parents. Donc, s'il y a un suivi individuel pour le papa, par exemple, puis que l'enfant vient, l'enfant va voir l'autre intervenant. Ils ne sont pas... chacun a son propre suivi. Donc oui, on peut recevoir les frères, les sœurs, on peut recevoir les grands-parents, on peut recevoir les oncles, les tantes, l'ex-conjoint. Notre définition de famille est quand même assez large. Ça peut être une famille du cœur. Absolument, c'est ça. Puis c'est ça, vraiment une personne qui est significative dans le fond pour la personne. Puis il arrive qu'on voit que le parent puis que l'enfant, lui, n'a pas besoin pour le moment. Donc, c'est pas une obligation que l'enfant soit là pour qu'on aide les autres membres de famille. C'est dès qu'il y a un deuil qui touche la famille élargie, là, très élargie, on peut intervenir. Claudine, on prend une courte pause, puis je vais vouloir comprendre un peu comment la Maison des Petits Tournesols arrive dans la vie des jeunes endeuillés tout de suite après. Merci. De retour au Héros anonyme avec Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des Petits Tournesols qui offre des services aux enfants et adolescents endeuillés et aux familles. Donc, Claudine, comment la Maison des Petits Tournesols se présente là, dans une trajectoire de deuil? Comment les gens en entendent parler? Souvent, les gens sont référés par exemple, une professeure à l'école ou la psychologue de l'école, CLSC, des fois les médecins, mais souvent, c'est les parents par eux-mêmes qui vont peut-être faire une recherche sur Internet, vont voir qu'on existe. Mais ça, c'est un de nos défis parce qu'on a une jeune organisation, hein, ça fait juste 5 ans qu'on existe. 5 ans? Oui. Donc, on n'est pas encore si connus. Régulièrement, là, à chaque semaine, on a des gens qui nous appellent et disent « Je viens juste de découvrir que vous existez. » Donc, on veut vraiment se faire connaître plus. C'est pour ça, les héros anonymes. Oui. C'est justement les organisations qui sont nées, qui ne sont pas encore connues. Et j'apprends que vos services sont gratuits. Tout à fait. Donc, c'est gratuit parce que c'est vraiment important pour nous, l'accessibilité. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers d'avoir une psychologue, parce qu'il y a des psychologues qui peuvent offrir ce soutien-là, mais c'est ça coûte cher. Puis des fois, les personnes qui sont en deuil, des fois, ils sont en arrêt de travail et tout ça. Fait qu'on veut vraiment, nous, que ça soit accessible à tout le monde. Puis les gens qui ne peuvent pas se déplacer à nos bureaux, nos bureaux sont dans le Vieux-Longueuil, mais on peut faire les rencontres par visioconférence aussi. On fait des rencontres par téléphone aussi. Parfois, les gens veulent juste une demi-heure d'écoute. Donc, on essaie vraiment de s'adapter aux familles, mais on veut vraiment pas refuser personne. Donc, c'est important pour nous que ça soit gratuit. Parce qu'on le sait, l'accès aux soins de santé en psychologie publique, ce sont de longues attentes. Et malheureusement, dans un cas comme ça, le temps va changer la donne, mais c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Tout à fait. Puis nous, on n'a pas de liste d'attente. Donc, on voit rapidement les gens. Souvent, la semaine même ou la semaine d'après, on fait déjà une première rencontre avec eux. Puis rapidement, s'ils veulent un suivi individuel, on le commence. Puis on a des suivis de groupe qui sont un peu moins souvent. Donc, des fois, il va falloir qu'ils attendent quelques semaines. Mais évidemment, si on devient très, très populaire un jour, on va peut-être avoir des petits
des délais un petit peu plus longs, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'attente. Puis parce que, comme vous le dites, c'est important que rapidement, les gens aient du soutien. Là. C'est bien de ne pas avoir à se poser la question, par exemple, de voir un psychologue, parce que si on voit que notre enfant traîne une immense peine ou une colère longtemps, si on ne vous connaissait pas, on peut en venir à se poser la question, puis là, à se dire, ben est-ce que sa peine est si grosse que ça? Est-ce que ça vaut la peine de consulter? Tandis que là, au moins, j'imagine qu'on peut faire au moins une première rencontre, ne serait-ce que pour explorer. Il y a beaucoup de personnes qui viennent une seule fois parce que juste de venir une première fois à parler de ce qui se passe et avoir des réponses à leurs questions sur qu'est-ce qui est normal, je suis normale dans mes réactions, est-ce que mon enfant est normal? Déjà, juste ça, souvent, c'est très, très aidant pour eux. Ils savent après qu'on existe, ça les rassure, fait qu'ils savent que si dans quelques semaines, quelques mois, même quelques années, ils ont besoin de venir, bien, on est là. Fait que ça, déjà, souvent, il y en a que c'est suffisant pour eux pour le moment. Puis il y en a plusieurs qui vont entreprendre après une démarche avec nous. Là. Combien de familles en 5 ans vous avez pu... autour de 400. Puis à chaque année, ça augmente. Là. Donc, cette année, on va en avoir vu plus qu'à l'année passée. Puis là, c'est juste la famille, mais dans chaque famille, il y a plusieurs personnes qui viennent. Fait que cette année, on a vu, là, je pense, 450 personnes à peu près. Vous dites, fondée depuis 5 ans. C'est quoi l'histoire de la Maison des petits tournesols? Bien, en fait, premièrement, c'est qu'il n'y avait pas de ressources exactement comme ça. Les personnes qui ont fondé la maison, certaines de ces personnes-là étaient à la Maison Montbourquette. Oui. Et quand la Maison Montbourquette a fermé, quel dommage. Donc certaines personnes se sont dit, on ne peut pas comme juste abandonner ce projet-là, donc on va partir à autre chose. Et là, moi, je n'étais pas là à l'origine, donc je ne sais pas tous les détails, mais c'est aussi parce que ça répondait à un besoin qui est vraiment criant. Oui. Et au fil des années, on a comme développé, on a un peu repris l'approche de Montbourquette, mais on l'a adapté aussi à notre couleur, puis au fil des années, avec l'expérience des familles qu'on rencontrait. Là. Oui. Et malheureusement, on connaît un peu la démographie de la société québécoise. On s'en va vers un vieillissement de la population. Donc, il est possible qu'il y ait peut-être un nombre de décès plus grand dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des je sais pas, je sais que vous tenez à démystifier ce qui est le deuil. Là. Comment vous réagissez face à ces statistiques-là? Bien, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a nous-mêmes des questionnements en tant qu'équipe. On se dit, il y a une nouvelle réalité sociale aussi. Il y a des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Oui, effectivement, il y a la population vieillissante. Donc, il y a des nouvelles réalités, puis on se dit, il y a certaines choses qui peut-être qu'il faudrait qu'on offre, par exemple, un service pré-deuil. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, bien, leur famille, pour les préparer à ça, ça pourrait être quelque chose. On veut rejoindre plus les grands-parents parce que souvent, s'il y a un deuil dans la famille, l'attention va être mise sur les parents, mais rarement sur les grands-parents. Mais les grands-parents, ce qu'ils vivent, c'est très difficile aussi. Fait qu'on va aller rejoindre les grands-parents, les aînés. On va aller rejoindre plus les ados parce qu'ils ne viennent pas aussi facilement vers nous. Ouais, ça, ils ne viennent pas à grand-chose de toute façon. Mais je sais que durant la pandémie, on parlait de culpabilité tout à l'heure. Bon, on le sait que ça a été assez dommageable pour les personnes aînées en CHSLD. Puis bon, ça a été déchirant pour les familles de savoir ce qu'on peut aller voir grand-papa, pas aller le voir. Est-ce que ça a pu jouer sur la culpabilité des enfants de dire, nous, on joue, puis là, si on va voir grand-papa, on ne veut pas le rendre malade, mais si, par exemple, il développe quand même une maladie? Bien, je dirais 2 éléments par rapport à ça. D'une part, oui, souvent, les gens, surtout, par exemple, les personnes qui font les accompagnants naturels. Souvent, eux, que ce soit les parents ou les enfants, quand ils voient quelqu'un de leur famille qui est malade, ils ont de la misère à se permettre des moments de plaisir de leur côté parce qu'ils se disent, mais comment je peux avoir du fun quand grand-maman est malade? Donc ça, il y a ça, oui, c'est une part de culpabilité que souvent les gens ont. Et pendant la COVID, oui, les gens ne pouvaient pas aller faire des rituels quand ils perdaient de leurs proches parce que c'était pas permis. Fait que ça a été très difficile parce qu'on le sait que c'est important, les rituels, pour faire, on dit en anglais closure, mais tu sais, pour pouvoir se rencontrer avec d'autres personnes qui ont connu la personne, de partager des souvenirs. Fait que ça a été très difficile pendant la pandémie, que les gens n'ont pas pu le faire. Souvent, même avant la pandémie, en tout temps, je sais que c'est souvent une question dans les familles de se demander à partir de quel âge on peut amener l'enfant au salon funéraire. Puis bon, là, il y a l'évolution aussi. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient exposées. Donc, ça amène une autre réalité qu'un enfant devant l'urne qui ne va pas nécessairement
faire le lien. C'est quoi votre avis là-dessus? J'ai pas d'avis personnel. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est aux familles de vraiment y aller selon leur propre réalité, leurs propres besoins. Mais on conseille quand même, c'est d'impliquer l'enfant là-dedans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut, l'enfant, lui? Est-ce qu'il veut le voir, grand-papa, dans le cercueil ou pas? S'il y a des rituels, qu'est-ce que l'enfant, lui, pourrait suggérer de son côté? Comme qu'est-ce qu'il aimerait faire? Donc, de l'impliquer, que l'enfant sente qu'il fait partie de la famille puis de la décision, évidemment à la hauteur de son âge et de ses capacités. Mais c'est vraiment à chaque famille, là, tu sais, il n'y a pas deux familles. Il y a des familles qui sont plus croyantes, par exemple, qui vont avoir des rituels religieux. Bien, si eux, ça les aide, c'est parfait. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Fait que nous, on encourage les gens vraiment à faire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Bien, il y a justement une de ces réponses-là, des fois, qu'on va dire aux enfants, grand-papa est parti au ciel, ou il est parti dans un grand voyage. C'est quoi votre vision à la Maison des petits tournesols sur ce type de phrase-là? Bien, nous, on encourage la transparence, donc de dire des vraies choses. Donc, grand-papa, il n'est pas parti au ciel ou il ne dort pas. Oui, parce que ça peut amener peut-être des troubles anxieux face au sommeil. Oui, mais parce que l'enfant, il n'a pas vraiment une réponse claire à sa question. Donc, dans sa petite tête, il va répondre à ces questions par lui-même qui ne seront pas nécessairement réelles. Alors que si on l'explique que le corps, comme quand une plante meurt ou notre chat meurt, il y a une finitude au corps. Fait que là, déjà, si on explique ça à l'enfant, pour qu'il fasse la distinction entre c'est pas juste dormir, parce qu'on veut pas justement que l'enfant ait peur d'aller se coucher parce qu'il pense que lui aussi, il va mourir, là. Donc, c'est ça. Il faut vraiment pas être trop dans des choses symboliques ou un peu irréelles. Donc, vraiment dire les choses concrètes. Ceci dit, si le décès, c'est quelque chose de très violent, on ne conseille pas de dire aux jeunes enfants les détails, là, tu sais. Mais de dire la vraie chose. Si papa s'est suicidé, on dit, bien, dites-le aux enfants que papa s'est enlevé la vie, mais pas besoin de dire exactement ce qu'il a fait, comment il a fait. Attendez que l'enfant pose les questions. Quand l'enfant va poser les questions, ça veut dire qu'il veut des réponses. Ça, c'est comme un signal de jusqu'où on doit aller. C'est ça. Et comme parent, si, par exemple, je ne sais pas, on vit en garde partagée, c'est notre mère qui est décédée, et je sais que parfois, il y a des gens qui ont peu de soutien eux-mêmes et qui ont peut-être tendance à trop investir sur leur enfant ou à trop raconter. Ça peut devenir lourd aussi pour l'enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça que nous, on existe aussi, là. Parce que les parents, si par exemple, le parent il a son propre deuil, et en plus, son enfant est en deuil, donc il se questionne à ces deux niveaux-là, nous, on leur permet aux parents à la fois de se dégager pour parler d'eux, de leurs besoins, et de leur donner des trucs, des outils pour accompagner l'enfant. Et c'est ça, c'est que quand l'enfant peut venir vient nous voir, bien, il y a des choses qu'il va pouvoir parler avec nous, qu'il n'aura pas besoin après ça ne causera pas de difficulté dans la famille parce qu'il va y avoir un endroit où en parler. Oui. Un peu plus tôt, vous avez dit, ça dépend de la personnalité des enfants. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples, comment ça peut évoluer les réactions au deuil selon les personnalités? Bien, tu sais, c'est ça, il y a des enfants qui vont vivre plus de la colère, qui vont avoir un regain de colère qu'il n'y avait peut-être pas, ou il y a des jeunes qui vont avoir un genre de régression. Tu sais, mettons un jeune enfant qui avait des comportements qu'il ne faisait plus. Comme par exemple, mouiller son lit la nuit. Exactement, oui. Ça, c'est un bon exemple. Bien là, il va recommencer à le faire. Parce que le deuil, ça déstabilise les gens. À plein de niveaux, au niveau psychologique, émotif, cognitif, physique. On a des réactions physiques, on a des problèmes de digestion, on a des problèmes de sommeil. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Donc, chez les enfants, parfois, il va y avoir, c'est ça, un genre de régression. Puis, dépendamment de la personnalité, il y a des enfants introvertis, mais qui vont peut-être être encore plus introvertis, puis ne voudront pas parler. Puis d'autres, au contraire, qui étaient déjà agités, vont être ultra agités. Puis ça dépend de l'histoire familiale aussi. Y a-t-il déjà eu d'autres deuils? Y a-t-il des conflits dans la famille? Y a-t-il d'autres problématiques sociales dans la famille? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour expliquer comment chaque personne vit son deuil. Oui, je comprends que ça vaut la peine de consulter un spécialiste, vu que c'est tellement quand même complexe comme réaction possible. Si on voit que l'enfant ne parle pas, est vraiment muet, veut rien dire, est-ce jusqu'à quel point on... Bien, c'est ça. On ne conseille jamais de forcer. Hein. Si un enfant ne veut pas venir, ça ne donne rien de le forcer. S'il ne veut pas parler, il ne va pas parler. Souvent, les parents vont dire « Ouais, il n'avait pas trop envie de venir, mon enfant. J'ai quand même dit de venir une fois. » Puis là, après la première rencontre avec l'intervenante jeunesse, souvent, finalement, l'enfant est content. À la fin de la rencontre, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé là, dans sa tête qui va faire que, ah oui, il se sent mieux, puis il se rend compte que oui, il avait besoin, puis souvent, il veut revenir, l'enfant. Ah oui? Oui, ça arrive souvent. Ils ne voulaient pas venir, puis finalement, ils veulent. Puis quand ils rencontrent d'autres enfants, parce qu'on a des groupes mensuels,
Ça, vraiment, les enfants aiment beaucoup ça. Ça doit faire du bien, justement, de jaser avec des enfants. Exactement. Ou, par exemple, peut-être la réaction à l'école. Par exemple, j'ai manqué une journée parce qu'il y avait les funérailles. Et là, les amis, eux, comprennent pas. Les amis jouent, puis toi, t'es triste. Exactement. Puis c'est ça. Puis des fois, les enfants n'ont pas l'âge eux-mêmes de donner un soutien comme adéquat. Fait que quand ils rencontrent d'autres enfants qui vivent quelque chose de similaire, même si c'est pas le même deuil puis la même personne qui est morte, ça les aide vraiment beaucoup. Puis on le voit vraiment la différence là, quand ils viennent au groupe, les jeunes, premièrement, ils créent des alliances avec les autres enfants. Puis chacun exprime un peu c'est qui la personne qui est décédée, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre. Ça les aide vraiment beaucoup parce que justement, là, enfin, ils sentent qu'il y a d'autres enfants qui vivent la même chose que moi. Puis on peut pas dire parce que quelqu'un réagit plus fort qu'il souffre plus ou... Non, c'est ça. Ça, c'est comme un mythe aussi. Là. Plus que tu l'aimes, plus que ton deuil va être difficile ou plus que tu vas pleurer. Il y a des gens qui pleurent plus, il y a des gens qui pleurent moins. Le deuil, c'est vraiment... il n'y a aucune règle qui est la même pour tout le monde. Il y a des étapes, mais les étapes ne sont pas tout le temps pareilles. C'est pas la même durée pour tout le monde. Fait que c'est vraiment... Chaque deuil est unique. Puis ça, c'est important que les gens sachent ça aussi. Quand on vit, on leur dit vraiment ça. Il y a des vagues habituelles, mais qu'on peut réagir de façon différente. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi le fait, justement, de ne pas vouloir être un poids pour nos amis, qui, eux, parfois, sont décontenancés quand ça fait plusieurs fois, puis tu sens que tu n'y arrives pas à le faire, ton deuil. Oui, bien, puis souvent, les amis ou les proches, puis c'est pas fait de mauvaise foi du tout, mais ils vont dire des choses parce que peut-être qu'ils ont eux-mêmes, ils vivent la détresse devant la détresse de la personne, leur ami ou leur frère, sœur. Ils vont dire à la personne, ben, tu reviens-en ou tourne la page ou arrête d'y penser, c'est pire. Puis ça, c'est pas des choses qui sont aidantes, c'est pas ça que les personnes en deuil ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre que tu peux en parler, puis c'est normal que tu pleures beaucoup, puis c'est normal que tu penses à ça beaucoup, beaucoup, puis que ça dure longtemps. Fait. Donc, peut-être justement de connaître votre organisme, on va peut-être pouvoir dire à un de nos amis, ben écoute, j'ai appris que cet endroit-là existe. Donc, site Internet, la Maison des Petits Tournesols. Oui, on a un site Internet qui s'appelle la Maison des Petits Tournesols. On est aussi sur Facebook et on est sur Instagram. Instagram, est-ce que si on veut vous aider, comment on peut le faire? Bien, c'est sûr qu'on reçoit des dons. Sur notre site, il y a un bouton « Je donne ». Ça peut aussi envoyer des chèques. On accepte les bénévoles aussi. On a une équipe de bénévoles qui nous aident à l'intervention. On a aussi parfois des bénévoles qui vont nous aider à d'autres niveaux, là, informatique, administration. Donc, on accepte l'aide. Puis c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de financement. Là, j'espère qu'on vous a entendu, Claudine Grisé, coordonnatrice de la Maison des Petits Tournesols. Merci beaucoup. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour ce deuxième bloc des héros anonymes, on découvre encore un organisme qu'on ne connaissait pas cette semaine. Alors là, on est complètement ailleurs qu'en première partie, mais on est toujours dans l'univers des enfants. Donc, les enfants qui bougent et les enfants qui pourraient bouger un petit peu plus. Et c'est la Fondation Champion pour la vie qui a été fondée par... David Arsenault, un ex-champion de taekwondo, très impliqué dans le monde du hockey aussi. Alors, c'est un plaisir de le rencontrer. Bonjour, David. Bonjour, Chantal. Merci pour m'avoir ici. Et donc, les Fondations Champion pour la vie, comment c'est né? C'est né avec, premièrement, une passion de ma part de jouer avec les enfants. J'enseigne le taekwondo depuis 32 ans et j'ai toujours aimé enseigner les enfants. Ça fait partie de 3 fois semaine. Je suis toujours avec des enfants de 4 ans et plus. Et on explore le mouvement. Dans ma carrière, j'ai été formé comme kinésiologue. J'étais athlète aussi, comme vous l'avez mentionné. Et donc, je suis allé vers la performance sportive pour ma propre performance. Et ensuite, j'ai commencé à entraîner des athlètes à haut niveau. Et c'était par chance, quelqu'un m'a approché, c'était Kent Hughes, le directeur général des Canadiens de Montréal, qui était un agent. Et puis, il a dit, est-ce que tu pourrais entraîner quelques athlètes que je représente à Montréal? Donc, j'ai entraîné ces athlètes-là. Il y avait Vincent Lecavalier, Mathieu Lombardi, Louis Leblanc, beaucoup d'athlètes que le peuple montréalais connaît. Et puis, donc, ça faisait mon bonheur parce que je pouvais transférer ma passion pour le mouvement, le sport,
comment bien bouger, sauter, lever des charges. Je faisais tout plein d'entraînements. Donc, je faisais leur entraînement à sec quand ils étaient hors de leur saison de hockey. Et puis, en 2006, j'étais très proche de mes frères. Mon frère Marc est décédé du cancer. Il était malade pendant 3 ans. Une personne en santé. Et lui avait des enfants de 8, 6 et 3 ans. Et moi, mes enfants avaient 3 et 2 ans. Et à l'époque, c'était le summum de mon centre d'entraînement qui s'appelait Pain Station. Et puis, c'était vraiment... Pain, oui, comme pain. douleur. Douleur, pas pour créer de la douleur, mais pour aller dans nos zones d'inconfort pour pousser et voir à ce que nos défis, est-ce qu'on peut les relever et pousser à travers certaines peurs, certaines douleurs ou défis qu'on a pour devenir plus fort, soit mental, physiquement ou émotionnel. Donc, c'était ça la mission, mais c'est un moment où j'ai une grosse prise de conscience personnelle et je me disais, OK, moi, ma mission de vie, c'est d'être proche de ma famille, c'est d'être proche de... C'est ça que ça a déclenché, le décès de votre frère? Oui, absolument. Parce que aussi, à l'époque, je voyageais beaucoup. J'entraînais les athlètes entre le mois de mai et septembre. Et entre septembre et le mois de mai, juin, j'entraînais un particulier, puis je voyageais partout dans le monde pour aider cette personne à maintenir leur routine d'exercice. Et là, vous avez 3 neveux-nièces qui n'ont plus leur papa. Et comment vous avez fait le lien de dire on va amener les enfants à bouger plus? Oui. Après le décès de mon frère, on a fait un tournoi de golf pour ramasser des sous et on a donné à notre association locale d'Orval. En lien avec la prévention du cancer ou la recherche? Il y avait pour les enfants, pour qu'ils bougent davantage et qu'ils font du sport à Dorval, on a donné un don de 5 000. Puis on a donné 10 000 au centre palliatif de l'Ouest de l'île où mon frère est décédé. Et j'ai dit, je veux continuer à faire quelque chose à l'honneur de mon frère. Et puis ma famille a dit, c'est trop dur pour nous. C'est trop... Si, il faut qu'on revienne à toutes les années, qu'on parle de marque et tout. Donc, j'ai dit, OK, c'est parfait, je respecte ça. Mais j'ai dit, OK, donc d'abord, je vais faire quelque chose pour la vie. Oui, pour la vie. Pour la vie, tout simplement. Exactement. Pour rester toujours en mouvement, parce que tant qu'on est en mouvement, on est en vie. Donc, c'est une manière d'honorer son legs, mais sans être dans la tristesse pour votre famille. Exactement. Donc, j'ai créé un centre qui aidait les enfants à bouger. Je pouvais amener mes enfants, j'amenais les enfants de mon frère. Et ça a éventuellement développé dans un programme qui s'appelait Champion pour la vie. Donc, j'ai rencontré un ami de mon frère qui est revenu de Toronto. Il vivait là. Il habitait avec nous dans notre quartier. Et puis, il a dit, lui, c'est un avocat. Et il a dit, laisse-moi t'aider avec ton œuvre. Peut-être on peut créer quelque chose de plus gros. Donc, de petit à petit, on a commencé un projet pilote en 2013 et ça a abouti à créer une fondation plus tard. Ça a commencé avec 6 écoles. C'est allé à 16, à 36 écoles. Et la Fondation des Canadiens pour l'enfance nous a téléphoné, nous a dit, un peu comme vous nous avez téléphoné comme juste à travers de savoir qui on est. Et puis, ils ont dit, on aimerait venir voir. Ils sont venus voir, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Et ils ont dit, on aimerait vous financer pour vous aider à grandir parce qu'on trouve votre mission très belle. Elle s'aligne avec la nôtre qui est d'aider. Quand on dit venir voir, là, concrètement, vous parlez d'école, on sait qu'il y a déjà des cours de gymnastique à l'école. Donc, comment vous vous inscrivez dans ce partenariat-là avec, par exemple, les enseignants qui font déjà de l'éducation physique? Donc, parce que je suis assez curieuse de voir comment vous travaillez ensemble. Absolument. Donc, en n'étant pas prof d'éducation physique moi-même, je me suis entouré d'enseignants d'éducation physique au Québec. Et puis 3 en particulier. Et ces personnes-là m'ont aidé à mettre en place un programme qui serait complémentaire
ce que désire le système d'éducation physique au Québec, qui est de développer les habiletés motrices, ensuite être social et comment on s'organise autour du mouvement, comment on partage, qu'on inclut tout le monde et que ça fait partie de nos saines habitudes de vie. Donc, on a développé un programme qui serait un programme parascolaire qui vivrait dans les écoles défavorisées. Donc, on allait chercher des sous pour donner un plus-value à ces enfants, une expérience de plus où les enfants peut-être ne peuvent pas s'inscrire au hockey ou des activités, ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les ressources. Et vous êtes allé nicher un petit peu plus chez des enfants qui n'ont peut-être pas les capacités ou qui sont peut-être moins exposés à des situations de vie ou des familles où on bouge naturellement. Oui, exactement. Exactement. Et là, vous d'entrée de jeu, dans la présentation, j'ai dit littératie physique et moi-même, en lisant ce terme, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on? Bien, si on parle de littératie, premièrement, littératie, c'est apprendre les sons, les lettres, les mots. Et puis, chaque mot a une valeur, veut dire quelque chose, représente quelque chose. Quand on met les mots ensemble, on crée une phrase et ultimement, on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc, si j'ai un vocabulaire vaste, je vais être capable de m'exprimer comme Molière ou écrire une chanson comme Robert Charlevoix. Donc, j'ai même chose de façon en littératie physique, c'est d'apprendre comment bouger. Ça commence avec des habiletés motrices de base. Donc, ça, c'est comme les mots. Puis quand on met ces mots-là ensemble, mais on a des sports, on a des activités juste comme faire une randonnée. Il faut grimper, il faut marcher, il faut sauter. Donc, c'est de déconstruire l'activité en mouvement qui s'enseigne? Donc, c'est plutôt de donner la base au début pour développer une certaine compétence motrice à la base et ensuite, la confiance va venir avec ces compétences-là. Et quand on a une confiance, la motivation s'en vient. Et tout ça vient avec les connaissances du mouvement, de l'environnement. Donc, avec ça, on peut composer comme on veut par la suite. Je ne sais pas quels mots qui vont sortir de ma bouche, mais maintenant, on peut se parler et on peut utiliser les mots qu'on a utilisés juste dans notre langage. Et on compose pour être capable de s'exprimer dans ce monde et d'interpréter ce qui se passe. Mais mettons qu'on traduit ça, je ne sais pas, pour une partie de volleyball. Oui. Comment ça s'explique, ça se vit là, concrètement? Oui, donc quelqu'un qui veut apprendre le volleyball, premièrement, va avoir un intérêt, va dire « Ah, c'est quelque chose qui me paraît très bien. J'aime jouer avec les ballons. J'aime jouer, j'aime sauter, j'aime courir, j'aime un sport collectif. » Mais je ne sais pas faire les mouvements. Les manchettes, donc, les manchettes, le ballon, exactement. Ouais. Et puis, donc, ils vont essayer, ils vont demander à quelqu'un, est-ce que je peux essayer? Donc, quelqu'un va leur enseigner, ils vont commencer à jouer. Ils vont, en autant qu'on est dans la zone de délicieuse incertitude où... Délicieuse incertitude. Oui, oui. Ça veut dire qu'on est assez curieux pour essayer. On sait que le succès n'est pas garanti, mais on aime ce qu'on est en train de faire. Et puis, c'est pas trop difficile que c'est décourageant et c'est pas trop facile que c'est banal. Mais il n'y a pas le apprendre à apprendre. Je vais donner un exemple concret. Je suis allée avec mon neveu et ma sœur la semaine dernière parce qu'il voulait apprendre à patiner et il est devenu rapidement très frustré parce qu'il tombait. Oui. Et là, justement, je ne savais pas trop comment réagir à ça. Puis je lui disais, pour tout sport, pour toute discipline, tu dois apprendre d'habitude, commencer par apprendre. De quelle manière, mettons, votre méthode peut faire en sorte là, que j'aurais pu dire ou faire quelque chose avec mon neveu qui aurait permis de diminuer sa frustration? Absolument. Même pour un adulte qui apprend à patiner, on devrait sortir et puis sans être contraint par notre image, comment on paraît autour des autres, on pourrait sortir à quatre pattes. On devrait apprendre de s'asseoir et se mettre debout sur deux lames avant de commencer à avoir l'image que je vais embarquer sur la glace, je vais patiner par en avant, par en arrière, je vais être capable de tourner. Des fois, on se donne l'image qu'on est capable, puis on réalise que non, ça prend des mouvements fondamentaux.
Et puis... On n'a pas pratiqué avant exactement. ou qui nous place dans des positions où on pourrait être gêné. Exactement. Parce que c'est vrai que mon neveu a dit, c'est la honte. Oui. Le fait qu'il est tombé, c'est la honte. Donc, ça implique oui. le regard de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, quand on enseigne à un enfant qui ne sait pas et qui n'a pas la maturité de dire « Ah, ça se peut que je tombe, c'est correct, je vais m'asseyer ». Et si on ne crée pas cet environnement pour un enfant d'essayer, de ne pas avoir, de rater un peu, mais c'est correct, on va essayer encore. Donc, il faut être très sensible au niveau de maturité de chaque enfant. Si c'est un enfant de 3 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans. Est-ce qu'il y en a qui sont plus... qui ont plus de capacité à apprendre? Parce que mon fils aussi, la première fois qu'il a patiné, il s'est fâché. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va se fâcher plus dans ce dans l'apprentissage d'un mouvement? C'est vraiment leur caractère. Je dirais qu'il y en a qui aiment se fâcher pour être déterminés à persévérer. Ah, ça donne un peu c'est ça. le feu pour... Oui, mais il y en a d'autres qui se fâchent au point d'être découragés pour jamais réessayer. Donc, vraiment, il faut créer cet environnement-là où le monde peut explorer eux-mêmes. Tu sais, on parle d'inculquer un certain mode de vie physiquement actif, mais c'est pas nous qui allons donner une motivation à une personne. C'est vraiment, il faut que la motivation soit intrinsèque. Donc, il faut que la personne soit portée à aller et essayer. Et pour avoir ça, il faut être reconnaissant de qui on est, où on est. D'avoir des modèles aussi. Des modèles. Si nos parents ne bougent pas ou voient ça comme quelque chose de très, très laborieux, alors que si le sport a toujours fait partie de notre vie, dans notre famille, on va peut-être être plus naturellement porté à... Oui. Mais le sport représente beaucoup de choses. C'est pas juste l'image d'un joueur de hockey qui est au plus haut niveau. Souvent, ça, c'est le rêve. Mais pour y arriver, ça prend beaucoup d'heures, ça prend beaucoup de support, ça prend beaucoup de sous. Donc, il faut faire attention à l'image qu'on projette, à qui et comment inculquer cette culture de vouloir bouger. Parce que si je vous lance une balle, c'est un geste incroyable. Je vous donne un objet, une balle, je vous lance une balloune et vous allez la recevoir. Donc, il y a une communication qui passe entre deux personnes. Et à la limite, bien, c'est ça qu'on crée, des expériences où les personnes peuvent explorer, jouer ensemble, partager, apprendre à s'entendre ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas juste le sport. Notre programme est vraiment un programme pour développer des champions pour la vie. On prend une petite pause, David, puis on va explorer un petit peu davantage tout de suite après. Merci beaucoup, Chantal. De retour au Héros Anonyme, nous sommes toujours avec David Arsenault qui a fondé Champion pour la vie. Et là, David, je vous écoutais parler, puis je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent là, moi, mes enfants reviennent de l'école, puis il y a déjà les fameux cubes de Pierre Lavoie. C'est quoi la différence, puis où ça s'inscrit Champion pour la vie par rapport à ces cubes-là? Mais premièrement, je trouve que le message de Pierre Lavoie et les cubes énergie, c'est génie parce que c'est 4 cubes pour faire 60 minutes d'activité physique par jour. Le cube, c'est un concept qu'on peut marcher ou on peut faire du sport d'autre intensité ou on peut s'étirer ou se baigner, se promener. Et ça, on peut le faire avec notre famille ou des amis. Donc, le grand défi Pierre Lavoie est ce que représente bouger pour le plaisir, pour la santé, pour surtout être bien dans soi-même. Je pense que c'est important et ça passe le message que bouger, c'est important. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas
si les enfants apprennent à attraper, lancer, courir, sautiller, c'est une façon qu'ils vont être capables de s'exprimer. Donc, nous, on commence vraiment à la base de donner les outils pour bouger. Donc, c'est complémentaire, complètement. Donc, ils peuvent faire champion pour la vie et ramasser des cubes énergie. Donc, ils apprennent 2 concepts. Un, bouger avec une certaine capacité, c'est une chose, mais bouger avec un certain... une compétence, c'est une autre. Être motivé, et que ça fait partie d'un groupe. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens pour rendre la société et apprendre à la société qu'il y a plein de façons d'être actif. Et c'est vraiment pour l'épanouissement de la personne. Donc, je pense que ce qui nous motive, ça peut être plusieurs raisons. Oui. Être fâché ou se sentir en sécurité ou avoir un but qui nous rend vraiment motivés à passer ce but-là. Ouais. Mettons, si on essaie vraiment, on se ramène peut-être soit sur les bancs d'école ou dans le gymnase, là. Comment vous intervenez concrètement? Donc, on parlait de... Vous avez proposé gratuitement votre approche dans plus de 60 écoles de quartiers défavorisés. Oui. Donc, comment ça se manifeste concrètement? Oui, premièrement, c'est au-dessus de 600 écoles au Québec. Au-dessus de 600? Oui, 600? 600, oui. Ah, OK. Il nous manquait un zéro, comme on dit. Oui. Cette année, on va toucher, et je suis sûr que c'est plus que 600, on va toucher près des 900 écoles au Canada. Wow. Donc, concrètement, on a 4 programmes en ce moment. Le premier, c'est un programme Parasco de 20 semaines. Le deuxième, c'est des ressources pour des enseignants d'éducation physique qui sont des professionnels. C'est les meilleurs. Point à la ligne. Mais des fois, ils ont besoin d'outils, de ressources. Donc, on a des fiches techniques avec des images, avec des codes QR pour scanner. Ils n'ont pas toujours le temps de développer des choses et on travaille toujours en concert avec nos partenaires pour être capable de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour faire avancer la chose. Troisièmement, on a développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec des histoires interactives qui s'appellent Petits Champions. Donc, ça se fait dans la classe de maternelle, pendant les cours, où on raconte des histoires et l'enfant part en aventure et apprend des mouvements, apprend des mots comme détermination, apprend les thématiques sur le cursus scolaire aussi, la notion de compter, un vocabulaire et ainsi de suite. Et le dernier programme, ça s'appelle Les champions de la récré. Donc, typiquement, nos 3 premiers programmes sont pour les enfants de 4 à 8 ans. Mais là, on va chercher les enfants de 9 à 12 pour être des animateurs dans leur cours de récré pour aider les tout-petits à jouer des jeux et à s'entendre bien ensemble et pour prévenir des choses comme... Un peu un rôle de médiation? Est-ce qu'il y a un lien avec la... Bien, parce qu'on le sait, c'est souvent dans la cour de récré qu'il y a de l'intimidation aussi, qu'on se pousse. Ou là, malheureusement, on connaît le geste de pousser, là. Oui. Et puis, donc, c'est vraiment de rendre cette expérience-là un sens de communauté à l'intérieur de sa cour. Que les enfants qui sont plus vieux, mais ils ont une responsabilité d'aider à créer un environnement, de créer un leg. Dans le fond, ils vont partir pour l'école secondaire. C'est leur école primaire. C'est les enfants qui leur suivent. J'entends le frère là, qui parle. Oui, mon frère qui me parle à travers moi. Et puis moi que je lègue ensuite, parce que c'est ça, de génération en génération. Donc, c'est un programme de leadership. Ça l'enseigne les enfants comment, parler devant les autres. Et puis, si on n'aime pas parler devant les autres, mais on peut organiser le temps, l'espace, l'équipement. Sinon, on peut démontrer les mouvements et les jeux. Sinon, on peut venir encourager les enfants à dire « Bravo, tu fais bien, continue comme ça ». Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut être chef d'une mission. Et puis, la mission, vraiment, c'est d'aider les enfants de jouer de façon sécuritaire, inclusive et que ça soit un franc jeu. Et que tout Parlons le monde de l'inclusion. Oui. On a tous là une idée d'un film où on voit le petit garçon
qui a peut-être pas les standards là, de corps. Et là, tout à coup, il est le dernier à être choisi dans l'équipe de peu importe. Oui. C'est un classique là, dans les cinémas. Oui. Ce serait quoi votre lecture d'une situation comme ça? Oui, donc il y a un temps et une place pour ça. Donc, dans un milieu compétitif, c'est sûr qu'il y a le repêchage premier choix, deuxième, troisième. Et puis ça, c'est la vraie vie dans certaines circonstances. C'est lié aussi à... On a travaillé fort pour arriver à ce résultat-là. On n'est pas comme à l'école où là, tout le monde devrait bouger. Là. Et puis, quand on pense à l'éducation physique des années 70, 80, même 90, c'est différent maintenant. OK, comment ça a évolué? Oui, ça évolue constamment. Et puis maintenant, on est plus connecté que jamais. Connecté à connecté aux médias sociaux. La plateforme la plus utilisée par les enseignants d'éducation physique, c'est Twitter ou c'est X maintenant. Oui. Parce que c'est tellement rapide. Ah, oui. Et puis, ils partagent des données, ils partagent les meilleures pratiques. Donc, tu sais, tout ce qui est inclusion, diversité, équité, ça comprend ce que les enseignants font. Et puis, si on pense de l'éducation physique, c'est vraiment un modèle de la vie. Tu sais, tout le monde doit venir ensemble, coopérer ensemble, tu sais, travailler ensemble pour le but de faire un projet, le but de monter quelque chose qui est soit un jeu ou une activité. Donc, on ne peut pas aller chercher ça tout le temps dans les autres classes. Donc, l'éducation physique joue un rôle primordial. Donc, si on parle de, OK, on va choisir 2 capitaines, c'est toujours les mêmes capitaines, puis toujours la dernière personne qui est choisie. Là, maintenant, les enseignants d'éducation physique ne font plus ça. Ils disent, OK, moi, je vais nommer les personnes 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça. Et les numéros 1 vont aller ici, les numéros 2 vont aller là, et puis on fait 2 équipes ensemble. Donc, c'est vraiment, on s'en va loin de la performance. Est-ce qu'on amène à ce moment-là l'enseignant à réaliser que c'est pas grave si on ne gagne pas notre partie parce qu'il y a des jeunes qui pourraient dire « Ah, avec Thériault, on perd tout le temps quand c'est lui qui joue avec nous, alors que dans le fond, on veut juste que tout le monde ait la possibilité de bouger. » Mais en même temps, il y a cet instinct-là qui est un peu où on veut gagner. Comment, chez un jeune, on arrive à lui dire, ben, je comprends que tu veux gagner, mais c'est important que tout le monde puisse participer, comme on le dit tout le temps. Absolument. Et puis, à tous les âges. Donc, il faut être vraiment sensible au stade de développement de l'individu. Donc, les enfants qui sont en dessous de l'âge de la raison. On dit 7 ans d'habitude? L'âge de la raison, c'est 8, 9. Ah, d'accord. 7, 8, 9. Mon père m'avait dit 7. Bon. Non, mais l'âge de la raison dans le sens que si je sais que si je fais un geste, ensuite, ça va produire tel résultat. D'être capable d'anticiper cette chose. Exactement. Okay. Oui. Et on ne fait pas ça de façon vraiment générale avant l'âge de 7, 8, 9 ans. Donc, si on commence à dire, OK, on choisit toi pour avoir telle chose et on va équilibrer une équipe à l'âge de 5 ans, les enfants ne comprennent pas ça. Donc, les programmes et les structures qu'on crée autour de ces enfants-là, puis c'est vraiment des structures qu'on crée pour leur permettre de s'épanouir. Donc, on va pas trop prescrire des choses. Il faut leur donner le temps d'explorer. Il faut que ces enfants-là développent leur confiance de soi-même. C'est pas nous qui vont inculquer, comme j'ai dit avant, la passion. Vous parlez de réseaux sociaux. C'est malheureusement une plaie, là, ce qui fait que les jeunes, on dit, bouge pas assez à cause des réseaux sociaux. Donc, comment on peut les utiliser? Je vous arrête là parce que moi, c'est des enfants de 4 à 12 ans. Et j'espère qu'ils ne sont pas encore scotchés comme les ados. Oui, d'accord. Exactement. Puis nous, on veut les scotcher sur le mouvement, le plaisir de bouger, de savoir que si on bouge, ben on se sent bien avant. Si on va prendre de l'air dehors, on se sent bien, on se sent ressourcé. On peut connecter avec nos amis qui sont juste à côté de nous, les garçons, les filles et tout ça. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et à jouer ensemble. Puis effectivement, de faire un sport ensemble, une activité ensemble, apprendre aussi à
à travailler pour un but commun, pour l'équipe et pas simplement pour ses buts. Oui. David, on veut en savoir plus sur la Fondation Champion pour la vie. On va à quel endroit? Allez à notre site championpourlavie.ca, puis c'est un champion avec un S. Donc, on fait plusieurs shampoings. Plusieurs champions. Ou des champignons. Oui. Bon, ça attend que ça bouge puis ça grandit. Exact. Merci beaucoup. C'est tout pour cet épisode des Héros Anonymes. Chantal Doré au micro avec Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Je me retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir, David. Merci beaucoup, Chantal. C'était formidable. Alors, en fin de semaine, on bouge, allez prendre l'air. À très bientôt, tout le monde. Allez-y, allez-y. Oui.